Un lundi soir, dans le 11e arrondissement de Paris. Clément, 31 ans, se dirige vers le supermarché avec un défi en tête. J'ai un budget à peu près de 40 € pour la semaine et je vais essayer donc d'optimiser ce budget parce que comme je suis célibataire, je me tourne plus facilement vers les petites portions de façon à avoir un caddie plus varié. Acheter un maximum de produits différents pour un total de 40 €. En clair, des mini-doses. C'est la dernière stratégie des marques et nous voulons la tester à travers Clément. Les petits formats seraient parfaits pour éviter le gaspillage et satisfaire les plus modestes. Première prise, un sachet individuel de pâtes cuisinées pour 1,14 €. Juste à côté, le rayon soupe a changé. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de petites portions, une personne qui sont développées. 2 portions, une personne, 1,99 €. On en est à 3,13 €. Au rayon viande, Je prends une petite portion de steak haché, ça me va très bien parce que plusieurs, je ne pourrais pas les manger. on passe la barre des 5 €. Juste à côté, une mini boîte d'œufs à 1,99 €. Voilà. J'ai 4 œufs, il y en a 3 pour ma quiche et il y en aura un que je mettrai pour une salade style salade niçoise ou quelque chose. Et le prix? Le prix est à peu près équivalent au prix des 6. Je les achète parce que sinon je les gâche. Et j'ai pas envie de gâcher. Les mini-doses sont donc plus chères au kilo. Sont-elles une bonne ou une mauvaise réponse à la baisse du pouvoir d'achat ? Quand tu prends le litre de lait ici, il est à 74 centimes le litre, en demi-écrémé. Et quand on passe sur des tout petits conditionnements, on est à 2,80 le litre. Ça veut dire qu'on est x4 pour le même produit. Je me fais avoir une fois de plus, je ne prendrai pas la grande parce que je sais que je vais gâcher les 3/4 de la bouteille pour faire ma quiche Lorraine. Donc je vais prendre la petite. Il n'y a pas le choix. 70 centimes, nous en sommes à 9,47 €. Mais ça m'énerve. Une demi-heure plus tard, Clément a terminé ses courses avec 29 produits en petit conditionnement. À la caisse, pronostic. Alors moi je pense que je tourne entre 35-40 à peu près. Verdict, Le montant s'élèvera à 37,65 €. Ben voilà. C'est-il pas beau? Clément a pu s'offrir une grande diversité de produits pour moins de 40 €. Objectif atteint. Mais il sait qu'il tiendra très peu de temps avec ces quantités minuscules. Sa cuisine est exiguë. Et je me rends compte que j'ai acheté trop de chips. Donc il faut que ça entre, coûte que coûte. Une autre raison pour acheter au plus près de ses besoins. Tout ça me coûte plus cher au poids, mais ça me coûte moins cher à l'utilisation. Au final, c'est plus varié, j'ai plus de choses dans mon caddie et c'est très important. Diminuer le format des produits pour alléger sur le moment le ticket de caisse. Les marques ont bien compris l'effet psychologique de la réduction des doses. Et ce n'est pas leur seule astuce. Nous allons voir qu'elles redoublent d'inventivité pour inciter les ménages les plus moroses à continuer d'acheter. Enquête sur les recettes anti-crise des grands groupes alimentaires et des grandes surfaces. Qui sont ces industriels de l'agroalimentaire qui ont commencé à réduire leur format ? En France, très peu ont accepté de nous rencontrer, mis à part un vendeur de miel dans les collines béarnaises. Il possède des ruches et il achète du miel dans le monde entier pour le conditionner dans cette usine. 20 000 tonnes chaque année. En France, c'est le leader du secteur. Aujourd'hui, le directeur et son équipe procèdent aux ultimes réglages sur la chaîne d'embouteillage. Et là, c'est opérationnel, c'est bon, ça marche? Non, pas encore. Elle accueille un nouveau venu, le mini flacon. Et il semble générer une maxi-fierté. Ça représente quoi pour vous ce produit? Déjà, je trouve que c'est un beau produit. Et c'est un beau produit, et quand on l'a en main comme ça, je sais pas, et les gens dans l'entreprise sont tous amoureux de ce produit. Pourquoi ce produit a-t-il vu le jour ? Pour cibler les sportifs et les enfants qui peuvent l'emporter avec eux. Mais pas seulement. À en croire le directeur, la crise y est aussi pour quelque chose.
Nous avons conçu ce produit parce que nous avons bien intégré dans l'entreprise la réduction du pouvoir d'achat. Nous avons bien senti que les consommateurs cherchaient des produits de qualité, mais en même temps n'avaient pas beaucoup d'argent. Cette mini-dose de 100 grammes sera vendue 1 €. Pas cher. Sauf quand on calcule le prix au kilo. 10 € contre 7 pour les grands pots. Et la différence aurait pu être encore plus grande si Guillaume, le responsable des emballages, n'avait pas affiné les parois du petit pot pour faire des économies. Sans perdre la fonctionnalité du flacon, c'est-à-dire qu'il permet toujours de contenir du miel et qu'on peut l'utiliser facilement, on peut déjà faire baisser considérablement le prix du flacon. Sur le bouchon, c'est la même chose. Vraiment avoir la stricte quantité de matière nécessaire pour permettre de bien fermer le flacon, de bien conserver le miel et d'avoir un bon écoulement. Guillaume a retiré 11 grammes de plastique par fiole, ce qui lui a permis de payer ses emballages 20% moins cher. Et le squeezer, c'est le nom du flacon, aurait même gagné en souplesse après sa cure d'amaigrissement. Attention, jargon. Même sur ce squeezer de 100 grammes, on a réussi à réduire la quantité de matière en augmentant la squeezabilité du flacon et donc il est encore plus pratique tout en réduisant le prix. Et ces petits pots de miel à la squeezabilité optimale vont bientôt connaître l'épreuve du feu, ou plutôt celle des étalages. Ils vont être mis en vente dans ce supermarché de la ville la plus proche. Ces deux commerciaux viennent en faire l'article auprès du directeur, Jérôme B. Les premiers lots sortis de l'usine sont placés en tête de gondole du rayon tartinable. C'est comme ça qu'il s'appelle. Vous en mettez combien dans un box là? Dans un display? 396. Combien? 396. Bon, vous relivrez dans 2 jours là. J'espère 1 €, il n'y a pas de raison. Ouais. Si le directeur est enthousiaste, c'est que dans le Béarn aussi, les petites tailles sont dans l'air du temps. Le fait d'avoir le produit comme ça, taille briquée un peu, on s'arrête dessus. On s'arrête dessus, on regarde et éventuellement on achète. Pour nous montrer que la mode est aux mini-doses, Jérôme B nous entraîne dans ses rayons. Dans quelques semaines, il vendra une toute petite bouteille d'huile. Et ce sera là encore une très grande première. On a par exemple sur l'huile tournesol. L'huile tournesol, j'ai rencontré un industriel il y a une semaine qui m'a tout simplement dit qu'il allait sortir. Vous allez sortir dans Réelle Innovation, c'est de l'huile tournesol classique, standard, en 50 centilitres. Donc cette huile-là, à mon avis, elle fera partie de nos linéaires au début de l'année 2013. La réduction des doses serait donc pour les marques la nouvelle arme anti-crise. C'est du moins ce qu'a affirmé Jan Zijderveld, le patron d'Unilever en Europe, un géant de l'agroalimentaire. En août 2012, il annonce dans la presse le lancement en Espagne de mini paquets de lessive. Et il la justifie en parlant du retour de la pauvreté en Europe. La déclaration fait grand bruit. Nous avons tenté d'interviewer cet industriel. Bonjour, je voulais avoir des nouvelles de ma demande d'interview de Jan Zijderveld, le directeur Europe d'Unilever, pour évoquer l'adaptation à la crise du groupe. Sincèrement, c'est l'intérêt quant à cette interview et s'il y a, je vous le dis, donc un intérêt pour Unilever, nous vous recontacterons très vite, sinon ça sera... Nous n'obtiendrons pas d'interview. Comme si Jan Zijderveld avait parlé un peu trop vite et un peu trop franchement. En marketing, pauvreté est un mot banni, car il fait fuir le consommateur. Alors, les mini-doses sont-elles une réponse crédible à la crise ? À Rennes, nous avons rendez-vous avec Olivier Dauvert, un journaliste spécialisé dans la grande distribution. Alors tous les ans, on édite un bêtisier de la distribution. Il informe ses lecteurs de tout ce qui bouge dans le marketing. Il compare les prix, traque les arnaques. Le supermarché est son terrain de jeu, un terrain qui le fascine. Un magasin, c'est quelque chose qui est vivant. Un magasin, c'est comme un théâtre. On rejoue la pièce tous les jours. C'est pas comme un film. Tous les jours, on reconstitue le décor. Il était à la Olivier nous emmène donc au théâtre de Tintaignac, une ville de 3000 habitants. Et il va aussitôt nous montrer qu'il ne croit pas du tout aux mini-doses. Elles ne peuvent pas, pense-t-il, séduire le consommateur qui regarde de près les étiquettes. Cette plaquette, ne vaut que 90 centimes.
La plaquette de 250 grammes, qui est 2 fois plus grande, elle vaut 1,29 €. Ça veut dire qu'au kilo, ils vont largement mieux acheter ce produit-là que celui-ci. Donc les petits conditionnements, ce n'est pas une réponse sur le prix, parce que ce n'est pas quelque chose qui permet d'être véritablement économique pour le client. Et accessoirement, ce n'est pas très écologique, parce que vous multipliez les emballages. Olivier a mené l'enquête dans tous les supermarchés de la région. Les produits les plus petits sont en moyenne 80% plus chers au kilo que les produits les plus gros. Après le rayon frais, le rayon lessive. Pour lui, l'intérêt des produits de petite taille n'a rien à voir avec leur prix. Et désormais, on voit des lessives qui sont sur des petits conditionnements, voire des tout petits conditionnements. Là, vous avez de la lessive en tout petit conditionnement. Il ne faut pas croire que ce soit une réponse à la crise, parce qu'aujourd'hui, on voit plutôt se développer des gros conditionnements et des promotions sur des gros volumes. Ça, c'est plutôt une réponse praticité qu'une réponse prix. La même chose sur les shampoings, par exemple, ou sur les savons au rayon hygiène. Dans tous les rayons, Olivier Dauvert nous montre des marques qui proposent d'acheter de gros volumes. L'exact opposé des mini-doses. On n'est pas en train d'imaginer comment on pourrait réduire le prix du papier toilette en vendant un rouleau par un rouleau. Non, non, ici on vous le vend par 40 rouleaux, parce que c'est plus intéressant de vendre 40 rouleaux en une fois que 40 fois un seul rouleau. Et typiquement, c'est le contraire de ce que certains pensent, qui consiste à dire aujourd'hui, face à la crise, on diminue les conditionnements. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on voit toujours des gros volumes et les promotions se font sur les très gros volumes. La preuve avec ces 40 rouleaux de papier toilette. 40 rouleaux de papier toilette, c'est la consommation moyenne d'une famille pour un mois. Donc on n'en est pas à vous vendre du papier toilette feuille par feuille. Conclusion, pour séduire les consommateurs les plus modestes, les grandes marques misent sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais quelle est exactement leur stratégie? Comment résistent-elles à la crise qui les frappe elles aussi? En France, une seule marque nous a ouvert ses portes dans un bâtiment flambant neuf près de l'aéroport d'Orly. Elle fabrique pas moins de 4500 produits, spécialement pour une chaîne de grands magasins. C'est ce qui s'appelle une marque distributeur. Voici Marc Gunther. Il dirige une équipe de 50 personnes. Sur le papier toilette, il a comprimé au maximum les rouleaux. Et que le coût du transport rentre pour une façon assez importante dans le coût du produit. Donc c'est une économie substantielle. Et le deuxième effet, c'est d'avoir des rouleaux avec 2 fois plus de feuilles. D'où effectivement le 8 rouleaux qui sont l'équivalent de 16 rouleaux, on va dire, ordinaires. Des produits que la crise comprime et qu'elle dénude aussi. Ces petits pots de compote ont déjà perdu une bonne partie de leur emballage en carton. Et on ne peut pas l'enlever complètement? Si c'est l'étape suivante. La suppression totale en fait fait qu'on économisera plus de 11 tonnes de carton. D'accord. Sauf que se passer d'un emballage, c'est se passer d'un support de communication. Les pots sont complètement blancs, donc en rayon, on n'a aucune visibilité dans le rayon. Donc si la maman ou le papa d'ailleurs ne voit pas le produit en rayon, forcément on ne sera pas acheté. Il faudra donc imprimer à même les pots de compote. La réduction de l'emballage, c'est plus simple parce qu'elle est à la fois dans l'air du temps, elle permet à la fois de réduire le coût et elle permet surtout elle ne gêne pas en la qualité du produit, en la perception qu'a le consommateur sur le produit. Autre exemple, les paquets de bonbons. Les équipes de la marque distributeur sont en train de revoir les couleurs des emballages. Ils ont décidé d'enlever une gamme de bleu pour faire moins cher. Même si c'est tout petit, de penser à faire des petites économies partout, au final, à grande échelle, ça se ressent. Mais par exemple? Ça peut être une couleur en moins sur la sucette piquante. Si le bleu, on le passe en cyan, qui est une couleur qu'on aura systématiquement dans l'impression, c'est beaucoup moins cher à l'impression, donc c'est aussi moins cher à l'achat et donc moins cher pour le client. En économisant sur une encre, donc? Sur une encre. C'est une toute petite chose, ça va être peut-être un millier de centimes sur la référence, même pas, mais à grande échelle derrière, ça se ressent un petit peu. Et un petit peu par un petit peu, si on fait l'effort sur chacune de nos refs, au final, c'est bien pour tout le monde. C'est grâce à ces astuces que les marques distributeurs parviennent à faire de l'ombre aux marques traditionnelles. Comment celles-ci se positionnent-elles face à une consommation en baisse? Changent-elles leur image, leur logo? Nous avons rendez-vous dans une agence de design qui travaille pour plusieurs grands groupes alimentaires. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer une réunion avec l'un de ses clients importants,
une marque de biscuits bien connue des Français. Cette marque est représentée par Anne Génin, directrice marketing. Donc c'est vraiment... C'est identitaire. C'est identitaire. Elle fait un point avec le directeur artistique de l'agence qui vient de relooker les paquets de biscuits. En haut l'ancien paquet, en bas le nouveau, avec un logo beaucoup plus gros et beaucoup plus voyant. En langage publicitaire, cela permettrait de redonner des repères. On est passé à une marque, à un dessin beaucoup plus simple, où on parle d'authenticité, ce qui fait qu'on a une image dans laquelle l'œil circule agréablement, on a un sens de lecture. On a hiérarchisé les informations. Un peu à l'essentiel. Sur cette autre photo, un rayon biscuits avec les anciens logos. Puis à gauche, un rayon avec les nouveaux logos. Il y a plus de rouge. La marque est plus visible. Pour choisir son paquet de biscuits, on met pas 5 minutes, on met quelques secondes pour choisir son paquet de biscuits. Donc la reconnaissance, elle doit être immédiate. Et on sait aussi que plus notre emballage il est simple et plus on simplifie la vie de ceux qui font leurs courses. Et donc ça aussi, ça fait partie des services qu'on peut leur rendre, essayer d'attirer l'attention, certes, mais de pas noyer le public dans des informations à tort et à travers qui fait qu'on va le perdre. Tout se passe comme s'il fallait envoyer des signaux plus forts aux consommateurs déboussolés, comme s'il fallait crier pour le sortir de sa morosité. Et les marques sont capables de transformer leurs emballages s'ils n'attirent plus l'attention. Mais comment se renseignent-elles sur nos comportements d'achat ? En fait, elles disposent d'outils très sophistiqués. Comme ce magasin expérimental, truffé de caméras. Sur les étalages, de vrais produits. Et devant les étalages, une cliente qui est en fait une cobaye. Ophélie vient d'être recrutée dans la rue. Elle chausse de drôles de lunettes. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi servent ces lunettes ? À mon avis, c'est pour voir dans quelle direction notre regard se dirige en priorité. Et là, franchement, ça marche tout de suite parce que... Cela s'appelle de l'eye tracking. Les lunettes d'Ophélie sont équipées d'une caméra et reliées à des capteurs. Ces points rouges correspondent au moment où son regard se fixe. Et les traits représentent les mouvements de sa pupille. En fait, je connais bien les marques, donc c'est vrai que j'ai tendance à regarder en priorité les marques. Mais après, souvent, j'essaye de me diriger vers des produits similaires à un prix un peu moins élevé. Après, je pense les bouteilles, en fait, la couleur, les bouteilles. Puis le fait que, ce qui est en bas, forcément, ça nous attire moins quand même. Lorsqu'Ophélie est entrée dans le magasin, cette femme lui a fourni une liste de courses qui ne précisait pas les marques. Tout l'enjeu est de voir comment elle va s'orienter et quel produit elle va choisir. Moi, je trouve pas les céréales. Il n'y a pas de céréales. Vous pouvez prendre des produits au rayon des biscuits à la place. D'accord. Ces images vont être ensuite analysées. Eric Singler est responsable de ce centre expérimental. Pour lui, il est particulièrement intéressant d'observer le consommateur en temps de crise. Que ce que la crise impose aux consommateurs, c'est de faire des choix. On ne peut pas être dans le « je veux tout », c'est-à-dire ce produit-là me plaît et ce produit-là me plaît, j'achète les deux. Là, il va falloir faire un arbitrage parce qu'on ne peut plus se comporter en achetant, pour des raisons budgétaires, deux produits. Et tout l'enjeu pour les marques va être de connaître ces arbitrages à travers les études d'Eric Singler pour pouvoir sortir du lot. La crise favorise les études dont le sujet est très pragmatique. Ça va être tout ce qu'on appelle l'activation en magasin. L'activation en magasin, c'est tout ce que je peux faire au point de vente et qui va faire que le consommateur, quand il arrive en rayon, me choisit plutôt moi, ma marque, plutôt que la marque concurrente. Et pour renseigner les marques avec encore plus de précision, Eric Singler va tester chaque détail de l'emballage. Il dispose de techniques plus affinées que les lunettes équipées d'une caméra. Démonstration avec une autre cobaye. Je vais maintenant vous montrer un produit. Voilà ce produit. Cette fois, les capteurs sont placés sur l'ordinateur. La consommatrice doit observer l'emballage pendant 4 secondes.
Le tracé de son regard apparaît en bleu. Et il s'avère très sélectif. Ce qui n'a pas été regardé, la marque ici tout en haut. Ce qui n'a pas été regardé, la mention ici pour toute la famille. Donc on va pouvoir faire des recommandations sur le retravail du packaging de telle manière à mettre la marque à un endroit différent, de telle façon qu'on soit par le regard intéressé à regarder cette marque. Mais il y a un détail que la cobaye a, en revanche, bien noté. Regardez, on nous colle un ananas et en fait on regardait la suite. Nectar, ananas et pommes. Donc on se moque du monde. Ouais, parce que je pense que la pomme coûte moins cher que l'ananas. Et ces consommateurs, toujours plus méfiants et économes, les distributeurs veulent les suivre à la trace. Ils sont prêts à payer très cher pour connaître exactement le contenu de leur caddie. Annabelle Ferrer fait partie d'un panel, comme 20 000 autres ménagères en France. Elle habite dans les Yvelines, est assistante maternelle et mère de 3 enfants. À chaque fois qu'elle rentre du supermarché, elle scanne un à un tous les articles achetés. Tu vas chercher la scannette et le petit classeur, s'il te plaît. On scanne et après... En contrepartie, Annabelle reçoit des chèques cadeaux. Les codes barres, le poids, la quantité et les lieux d'achat des produits sont transmis à la société d'études qui l'a recrutée. Le gruyère, Noémie, il est là. Voilà, mon objectif, c'est scanner mes produits et ils voient l'évolution de ma consommation par rapport au fil des mois, puisque ça fait 2 ans à peu près que je suis chez eux. Donc voilà, tout a une importance, je pense, pour eux, oui. La liste de courses d'Annabelle va se retrouver dans une gigantesque base de données, avec celle de 20 000 panélistes. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Les analystes vont en déduire les achats de millions de consommateurs. Je me permettais de vous contacter, c'était parce que nous avons constaté dans vos achats que vous déclarez de l'alimentation pour chat. Et on voulait savoir si maintenant vous possédez un chat. Un achat pour votre fille, c'est ça, pour le chat de votre fille? Voilà. Bonne journée, merci, au revoir. Vous savez tout sur eux, quoi. Tout. Ils ne cachent rien. Les marques et les distributeurs peuvent débourser jusqu'à 1 million d'euros pour se procurer ces études. Grâce à elles, ils obtiennent des renseignements très précieux sur la concurrence. C'est Gaël Le Floch qui pilote ces études. Les enseignes peuvent mesurer exactement les achats qui sont réalisés dans leur magasin en propre, mais ils ne savent pas ce qui est acheté chez leurs concurrents. Donc grâce au panel, vous connaissez exactement ce qui est acheté enseigne par enseigne, et donc vous pouvez calculer la part de marché des enseignes, la part de marché des marques au sein de chacune des enseignes. Voilà, donc vous avez en fait une vue d'ensemble que n'ont pas ni les distributeurs, ni les industriels. En cette période de crise, les grandes enseignes n'ont jamais été aussi avides d'informations sur ce que fabriquent leurs concurrents, surtout quand ils font des promotions. Aujourd'hui, les promos représentent pas moins d'un quart des ventes de la grande distribution. Elles sont devenues indispensables. Annabelle, la panéliste, est elle-même une zappeuse de promos. Je regarde les magasins qui sont autour de chez moi et puis je vais sur chaque enseigne, je peux aller sur celui-là, celui-là ou celui-là. Sur chaque enseigne, je vais faire un peu là et un peu là. C'est un repas promo? Bah oui, oui, parce que lardon crème fraîche, c'est marque magasin, où il n'y a que ça. Mais ça, c'était en promo, elles étaient en promo, je ne sais plus à combien. Oui, on peut dire que c'est un repas promo quand même. Une zappeuse de promo qui fait la cuisine. Voilà le profil type de la consommatrice dont les revenus baissent. Et c'est en suivant cette catégorie d'acheteuses que nous allons découvrir les vrais produits anti-crise. Baldenheim, en Alsace. Catherine Gell a 5 enfants. Avec son mari, elle touche 3 000 € par mois. Budget nourriture, 700 € pour toute la famille. Alors Catherine ne prend que les produits qu'elle peut transformer elle-même. Des produits bon marché, tout en bas des rayons. Ah, pareil, à 49 centimes le kilo de farine. Si je dois mettre 1,99 € dedans, je ne fais pas les mêmes quantités en pâtisserie. Une boîte. Les ventes de ces farines premier prix sont en train de s'envoler. Le gros sel. Plus 25% dans les grandes surfaces françaises.
La pâtissière a un péché mignon, copier les gâteaux industriels pour ses enfants. Le rayon friandises, c'est une source d'inspiration, c'est pas une source de dépense. T'as déjà fait ça aussi, le palmier? Ouais, un petit palmier en pâte feuilletée, en version sucrée aussi. Le sucre bon marché connaît lui aussi une période faste, plus 8%. Quant à la pomme de terre, elle s'est rarement aussi bien vendue, plus 11% dans toute la France cette année. De retour chez elle, Catherine se retrousse les manches. C'est un défi permanent. Avec 3 ingrédients, essayer de faire quelque chose. Catherine fait des biscuits, mais aussi du pain. 4 baguettes par jour pour toute la famille. Et beaucoup de laitage. Avant, on achetait les yaourts. D'abord les yaourts grande marque, et puis on est passé aux marques magasins. Puis on a pris les moins chers, et puis ils mangeaient toujours autant de yaourts. Ça n'a pas duré 3 mois, je suis tombée sur une promo, la yaourtière à moins de 20 €. J'ai embarqué le truc et depuis ça tourne. Catherine a toujours aimé cuisiner, mais comme les temps sont de plus en plus durs, elle le fait désormais par nécessité. Si je devais acheter tous mes ingrédients, sans passer par les chutneys maison, les yaourts maison et le reste, oui, j'aurais pas le budget. Je pourrais pas me permettre de l'acheter. Et à quelque part, faire beaucoup maison, c'est une question de survie, quoi. Et pour la survie, Catherine a rempli des centaines de bocaux avec les fruits et les légumes de son jardin. Son rayon conserve, il est là, dans sa cave. Avec elle, peu importe le graphisme des emballages, les mini ou les maxi-doses. Ces produits anti-crise, ce sont les ingrédients les plus simples qui soient. Ceux qui se prêtent à ses recettes et non à celles du marketing. Un peu de viande.